Hey, bienvenue dans un nouveau vlog lecture spécial manga et je suis trop contente de le tourner parce que ça peut être assez intéressant puisque dans ce vlog là je vais lire des shonen que j'ai adoré pendant mon adolescence, genre c'était vraiment mes shonen préférés, je les ai relus un nombre incalculable de fois mais vraiment, et là du coup je vais lire avec un œil plus mature, plus vigilant. Et ça peut mal se passer. J'avais fait un vlog similaire pour les shoujo et j'avais relevé pas mal de choses problématiques qui paraissaient totalement normales à l'époque. Donc j'ai un peu peur, voilà, de briser encore mes illusions d'adolescence, d'enfance. Mais faut passer par ce cap. Enfin non, on aurait pu conserver tous ces souvenirs intacts. Mais j'aime bien souffrir, donc on va faire avec. Donc au programme, j'ai sélectionné 4 mangas. Je vais vous parler de ces mangas-là. Est-ce que déjà, en voyant les titres, y en a qui vous sautent aux yeux parce que vous les connaissez, peut-être un ou deux, le reste c'est très méconnu, mais c'était vraiment des mangas qui m'ont fait vibrer. J'étais en mode putain mais c'est les meilleurs mangas du monde, ça m'a fait vivre mais un tas d'émotions, d'adrénaline, d'amour pour les personnages, vraiment j'avais des crushs comme pas possible et du coup je vais les redécouvrir. Donc on commence par le plus connu je pense, qui est GTO. Alors GTO, en fait il y a plusieurs séries de GTO. J'ai la série originale, j'ai pas tous les tomes et je crois que j'ai même jamais lu tous les tomes. J'ai celui-là, Young GTO, qui retrace l'adolescence de Onizuka, le héros. Et celui-là c'était vraiment toute ma vie, vraiment j'ai adoré. Mais je sais qu'il y a énormément de choses problématiques, c'est très sexualisé etc, c'est vraiment pas pour les gamins, vraiment. Mais c'était tellement badass et vraiment suivre Onizuka avec son meilleur ami, ça m'a fait vivre tellement d'adrénaline et c'était badass et c'était vraiment dans l'univers des voyous et je sais pas, c'était très grisant à voir. Mais c'est un peu long à relire, du coup je pense que je vais me contenter de celui-là, GTO Shonen 14 Days de Toru Fushisawa, publié chez Pika. Cette série s'inscrit dans la série originale mais c'est un peu comme un spin-off, genre je crois à un moment dans la série originale, la série la principale, Onizuka il disparaît et du coup là ça retrace pendant ce qu'il fait pendant ces 2 semaines de disparition. Encore une fois j'adorais parce que c'était hyper badass, que tu te sens vraiment réconforté par la présence d'Onizuka, par son aura, son charisme, le fait qu'il est prêt à tout en fait pour toi, pour te tirer de ta situation familiale de merde etc. Et il y a quelque chose de libérateur et de réconfortant et de immensément stylé. Donc voilà, je sais que Onizuka c'est un personnage qui en vrai il est assez problématique sur des points, il y a des trucs qui ont mal vieilli mais ça reste légendaire, c'est... Enfin Onizuka quoi, bref. Ensuite, le deuxième plus connu, Beelzebub de Ryuhei Tamura chez Kaze. Alors, ce manga, ça va être la plus longue saga que je devrais lire pour ce vlog là. J'avais découvert en anime je crois, et j'avais adoré. Pour les résumer, je résumerai au moment du bilan, ne vous inquiétez pas. C'était l'un des mangas les plus hilarants que j'avais lu. L'anime il s'est interrompu beaucoup plus tôt que le manga. Et du coup j'avais acheté tous les tomes à partir du tome 10 parce que je crois que l'anime s'arrêtait à peu près à là, et à partir du tome 10 j'achetais des tomes tous les mois en fait à chacune de leurs parutions. Et c'était une aventure trop cool qui a duré pendant des années parce qu'à chaque fois j'étais trop impatiente d'avoir la suite, je vivais pour ça et j'étais trop contente quand ça sortait, que je le dénichais, que je l'achetais, que je pouvais le lire, en profiter. Et ensuite je relisais les tomes en attendant le prochain. Donc j'avais commencé à acheter les tomes à ce moment-là avec le tome 10, c'est-à-dire le 2 novembre 2012 parce qu'en fait je marquais les dates le jour de mon achat. Et récemment ils ont sorti le tome 28 en fait qui n'était pas prévu, normalement ça se concluait avec le tome 27. J'ai acheté je crois en 2022 ou même 2023. Bien, ça a duré tellement longtemps pendant... Enfin, c'était incroyable et j'ai hâte de redécouvrir. Et hier j'ai relu les 2 premiers tomes et ça m'a fait moins rire que quand j'étais jeune, mais c'est aussi parce qu'il y avait des blagues dont je me rappelais, du coup je trouvais que c'était prévisible. Mais j'ai hâte de voir la suite parce que mes souvenirs sont un peu confus, assez nébuleux, et du coup j'ai trop hâte de retrouver les personnages. Il y avait des moments qui m'avaient marqué et surtout que c'est l'histoire en fait d'un voyou qui doit adopter un gamin. Tu vois comment ce voyou en fait va endosser peu à peu cette charge de figure paternelle, et même s'il est hyper grincheux, même s'il se dit ouais je veux me débarrasser à tout prix de ce bébé, mais il y a eu des moments tellement touchants où tu vois à quel point il s'est attaché au gamin et qu'il veut le meilleur pour lui, et
c'est tellement fait avec pas mal de, tu sais, je sais pas comment dire, de réserve, de pudeur, etc. Et c'est trop mignon et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ensuite, j'avais adoré mais cette saga. Pareil, je suivais de très près la publication Buster Kill de Kenshiro Sakamoto, publié chez Kana. Il y a 12 tomes et c'est un copier-coller de Fairy Tail. Mais alors vraiment, genre le mec, non, mais ce mec c'est Natsu, ça se voit, cette meuf Lucie, ce mec un peu grincheux c'est Grey, ils ont aussi une mascotte, voilà, c'est Happy là, et il y a des... J'avais relu récemment quelques tomes et je m'étais lassée, j'étais en mode putain mais c'est tellement cliché, il y a des trucs tellement forcés, mais vas-y, je vais relire et j'essaie quand même de sortir de bonnes choses. Pareil, c'était une saga, j'ai trop aimé, j'avais trop un crush sur, je crois sur lui et même sur le mec hyper ténébreux Dark Sasuke là. En vrai, c'était quand même original. Enfin tu vois, il y avait des systèmes de pouvoir, il y avait des bonnes révélations vers la fin, malheureusement je m'en rappelle encore maintenant parce que j'avais refeuilleté, donc bon ça a gâché la surprise, mais en vrai c'était quand même pas mal bien pensé, donc voilà, c'est pas à jeter non plus. Et pour le dernier, alors ce manga là, si vous connaissez, mais alors, mais c'est que vous êtes allé à Nose, voilà, parce que j'ai acheté à Nose, et Nose, c'est les produits que personne achète ou je sais pas quoi, ou voilà, c'est, tu peux trouver des mangas mais hyper underground, des inconnus au bataillon, et Gonta en fait partie. C'est de Katsutoshi Morita et Taro Nami, publié chez Punch Comics. Punch, vous voyez, parce qu'il fait de la boxe, et voilà, du coup c'est un manga de boxe, et j'avais adoré. Oh putain, j'avais écrit des critiques, genre... C'est trop mignon et j'avais acheté, oh bon c'est pas où quand j'ai acheté, je sais pas écrit la date, mais j'ai acheté il y a tellement longtemps. Et alors ma critique, si vous voulez savoir, un manga super passionnant, la boxe et l'humour font la loi ici, à lire absolument. Et j'avais fait un smiley en train de rire, ha, voilà. Et c'était l'un de mes mangas de sport préférés. Et en vrai j'ai pas tant de souvenirs que ça, à part que j'avais un crush sur un mec, ça je me rappelle, ça peut être intéressant à relire. Et j'ai hâte, j'ai quand même hâte, voilà pour cette introduction qui a été suffisamment longue. J'espère que ce vlog va vous plaire, que je vais avoir des choses à dire, que ça va être intéressant. J'ai 28 tomes, plus 12 tomes, ça fait 40, plus 49, 54 tomes à lire, voilà. Bon, j'ai réussi à regarder 100 épisodes de One Piece en une semaine, 50 tomes de manga en vrai, c'est de la rigolade. J'ai figuré parmi mes mangas préférés, mais parmi mes mangas préférés, il y avait One Piece, il y avait Skate Dance, etc. Il y avait plein d'autres shonen, mais ces shonen là, ils sont restés en moi, tu vois, je les aime toujours autant, ou alors j'ai pu les revoir, etc. Donc ce sont des mangas que j'aime depuis mon adolescence et ça n'a pas changé, voire je sais que mon amour pour ces mangas là ont décuplé parce que j'ai pu les redécouvrir, parce que je les ai pas quittés il y a si longtemps que ça. Et ça reste dans mon top en fait de mes mangas préférés ever. Mais pour ces mangas là, il y a quand même des doutes qui parsèment cet horizon de préférence, de souvenirs. Donc on va voir si je vais arriver à les dissiper ces doutes là, ou alors s'ils vont se confirmer. Voilà, j'ai peur, mais j'ai hâte, ça peut être hyper intéressant. Et voilà, j'arrête de blablater parce que ça dure déjà longtemps. A tout de suite pour le premier bilan. Hey, on est le 17 août et je vous retrouve pour un update pas vraiment pertinent parce qu'il n'y aura pas vraiment de trucs intéressants à dire. Donc je suis en pleine relecture de Beat the Bub. Je suis au tome 14, donc pile à la moitié parce qu'il y a 28 tomes. Et d'ailleurs le 28e tome, j'ai jamais lu parce que j'avais acheté vraiment des années après les autres et j'étais plus dans la hype. Donc j'avais acheté vraiment juste pour avoir toute la collection. Mais j'espère que du coup le fait de me réimmerger dans l'univers intégralement, ça va favoriser l'appréciation de ce tome final là. J'espère que ce vlog là je pourrai le sortir la semaine du 20 août pour pouvoir avoir une vidéo par semaine. Au début ça semblait assez short et assez improbable comme projet parce que j'ai plein de mangas à lire, à vous updater alors que je suis à temps plein dans mon job. Sauf qu'il y a eu un imprévu hier qui fait que j'aurai un peu plus de temps et en plus ça me permet d'être un peu plus dans le thème de la vidéo puisque vous savez, des shonen, c'est quoi? C'est de l'aventure, c'est de la baston, c'est du sang versé au prix des sacrifices, de ta détermination et tout. Et regardez ce que j'ai.
J'ai aussi une blessure de guerre. Voilà, j'ai fait Marineford, je me suis battue avec Luffy, etc. Non, pas du tout, je me suis juste coupée à la trancheuse en disant comme ça, genre ça peut sembler un peu impressionnant, mais en vrai c'est pas grave. Ça pissait juste le sang pendant des heures hier. Et puis la trancheuse en vrai c'est assez intimidant, genre c'est une grosse machine. En fait c'est comme une maxi toupie Beyblade tranchante quoi. Donc bon ça c'était bien pratique, bien efficace pour couper du jambon. Là le doigt aussi, il y a un bout qui est parti. Du coup faut juste attendre que ça cicatrise, mais du coup bah je suis en arrêt de travail pile jusqu'à la fin de mon contrat. Je suis deg, en vrai je suis deg et je culpabilise. Au moins j'aurai du temps libre pour mener ce vlog à bien et avoir le temps de lire et de faire autre chose également. Mais pour l'instant j'aime bien. En fait j'aime beaucoup moins que quand j'étais plus jeune, parce que maintenant je trouve que le côté hyper badass avec l'action et tout, il y a un côté assez simpliste et shonen très classique, genre les retournements de situation. C'est classe, mais j'arrive pas à être prise dedans parce que c'est du revu, tu vois, et puis j'ai pas le même attachement au personnage qu'avant, parce que là je le lis beaucoup plus vite en fait, que je survole un peu plus qu'avant, mais je comprends parfaitement pourquoi j'aimais bien avant, parce que j'accroche à l'humour. Franchement c'est un humour qui est parodique, tu vois, qui tourne en dérision certains clichés, certains attendus au niveau de certaines situations et tout. Du coup à chaque fois t'es un peu prise au dépourvu, t'es en mode putain mais qu'est-ce qui se passe, enfin, ils sont cons. Il y a juste au niveau des personnages féminins, enfin il y a toujours le problème classique des shonen avec le fanservice. Même si là les personnages féminins, bon il y en a pas beaucoup, mais elles sont fortes, autant physiquement que mentalement, mais il y a quand même du fanservice quoi, ça remplit le fantasme de certains personnages masculins qui ont une attitude assez perverse et c'est relativisé sous le coup de l'humour, donc c'est un peu lourd, hein, voilà, ça fait pas rire ça, mais voilà. Et j'adore Baby Bill, genre le bébé, voilà, c'est trop mignon. Je vous retrouverai avec un doigt en état moins déplorable j'espère, et avec le bilan final, voilà. Hey, on est le lundi d'Eastfoot et je suis trop contente parce que j'ai réussi mon challenge de lire toute la saga de Beelzebub hier. J'ai pu finir la semaine avec cette saga pour pouvoir entamer les 3 autres séries durant cette semaine-là et pouvoir sortir, je l'espère, à temps ce vlog. Beelzebub de Ryo Tamura publié chez Kazé. De quoi ça parle? On suit Oga qui est le protagoniste et qui est une racaille pur sang, pure souche, et qui est une des légendes de son lycée composé à 120% de racailles également. Et par un concours de circonstances, il va se retrouver forcé à élever un bébé, Baby Bill, Baby Bell, je sais jamais comment on dit, je préfère Baby Bell parce que ça sonne mieux et ça ressemble à Baby Bell. Et surtout que Baby Bell n'est pas n'importe quel bébé puisque c'est l'enfant du diable. En gros, son père, le diable, l'a envoyé sur Terre pour trouver un humain qui pourrait l'élever le temps qu'il grandisse jusqu'à ce qu'il puisse détruire, exterminer l'humanité, rien que ça. Il va se nouer entre eux une espèce de contrat où Baby Bell va réussir à canaliser son pouvoir dans le monde des humains via Oga, et Oga lui va réussir à puiser du pouvoir, de l'énergie démoniaque chez Baby Bell pour devenir plus fort et voilà, se bastonner avec d'autres personnes. Et vraiment je tiens à souligner à quel point Beelzebub ça a été l'une des séries les plus marquantes de ma jeunesse, de mon adolescence. J'ai vibré, j'ai été remplie d'adrénaline, de hype, d'émotions avec ce manga. Vraiment j'ai retrouvé un cahier où j'ai marqué un peu mes tops de mes mangas, et c'était dans le top 5, c'était en 5ème position dans mon top 5 de mes shonen préférés, et c'était mon 10e manga parmi tous mangas confondus. Alors même si maintenant du coup j'ai pu relever certains défauts, il y a d'autres trucs qui m'ont beaucoup plus ennuyé qu'avant et ça a pas mal réfréné mon engagement émotionnel avec les personnages dans leurs aventures, mais ça va pas gâcher le souvenir, la nostalgie et toutes les émotions qui m'ont animée pendant mon adolescence quand j'avais découvert cette saga. Vraiment en fait, genre je comprends totalement pourquoi j'ai autant vibré avec cette série. On a ce côté shonen hyper badass mais hyper cliché, parfois assez simpliste. Tu le retrouves dans la narration qui devient un peu répétitive, ou par exemple t'as les méchants qui deviennent des alliés pour les futurs combats, et t'as des personnages qui font leur retour en pleine action, qui deviennent un soutien dans les combats, mais tu sais ils pop-up
de manière tellement fréquente que ça devient plus trop une surprise et du coup c'est beaucoup moins impactant à voir, t'es beaucoup moins en mode oh putain lui il est trop tour, c'est trop ouf et tout. Non en fait ils reviennent à chaque fois et du coup ça utilise toujours les mêmes ressorts scénaristiques et ça enlève de la hype. Après c'est peut-être parce que avant je lisais un tome tous les 2 mois parce que ça sortait comme ça, j'avais l'impression que les plot twists s'enchaînaient de manière beaucoup moins régulière, alors que là comme j'ai lu d'une traite, la redondance des événements, des plot twists me sautait beaucoup plus aux yeux. Mais vraiment avant j'étais dans un état mais waouh, oh my god, c'est incroyable ce qui se passe, le retour de tel ou tel personnage. C'est aussi un genre de manga, Bizubub, que j'adore particulièrement, c'est-à-dire un manga qui est comique. Vraiment l'humour il est parodique, il est absurde as fuck, il y a des remarques, c'est tellement débile que ça me fait rire. Vraiment en tout cas au niveau d'humour ça marchait bien. Mais en fait petit à petit, sans t'en rendre vraiment compte, tu t'attaches aux personnages, à leur dynamique, qui au premier abord c'est juste hyper comique, hyper ridicule, mais en fait quand tu te confrontes à des situations plus sérieuses, tu te sens impliqué dans les enjeux parce que t'as envie que voilà ils vivent, qu'ils retrouvent leur dynamique quotidienne, cette dynamique qui est tellement réconfortante, qui est pas prise de tête et en fait qui se révèle beaucoup plus précieuse que ce à quoi tu t'attendais au début. Du coup tu te bats avec eux pour ça et il y a des moments qui surprenamment ça te touche alors que tu t'y attends pas parce que t'es en mode mais je suis en train normalement de mourir de rire, de pleurer de rire et pas de pleurer tout court. À la fin, dans l'avant-dernier tome, l'avant-dernier tome, je crois le 26e tome, j'ai pleuré, genre il y avait un moment c'était incroyable parce que c'était l'aboutissement un peu de la relation entre notamment Oga et son enfant adoptif. Tu te dis putain ils ont traversé tout ça et il y avait un moment brut en fait, c'est qu'il était détaché de tout ressort comique qui faisait que c'était d'une émotion brute, que c'était sérieux, que c'était waouh. Et puis il y a aussi un esprit de communauté dans un groupe très dysfonctionnel. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'on dirait une fin de famille, c'est plutôt un groupe de potes mais qui sont liés malgré eux parce que je rappelle ils sont dans un lycée de racailles, ils sont pas forcément sur la même longueur d'onde, ils sont pas forcément les mêmes engagements, la même façon de se bastonner ou quoi. Ils sont surtout en train de se bastonner entre eux parce que voilà ils veulent le premier titre. Petit à petit, comme j'ai dit, en fait c'est des méchants qui vont devenir des alliés et contre leur gré ils vont partager des causes communes, notamment pour défendre leur école parce que leur école ça représente la fondation de leur communauté, c'est un peu une sorte de deuxième foyer et ils vont se développer entre eux une cohésion forte à travers ça en se l'avouant à demi-mot, de manière assez maladroite, assez bourrue. Et il y a un certain charme. Voilà. Maintenant ça marche moins sur moi parce que je trouve que ça reste quand même un peu niais parfois au niveau de ce genre de choses et que surtout c'est très répétitif comme j'avais dit, mais je comprends pourquoi ça marchait sur moi quand j'étais ado parce que tu sais ça me rendait folle de me dire ah putain ces personnages là ils se détestaient avant mais là ils éprouvent un respect mutuel l'un envers l'autre, ils se défendent et tout, du coup il y a un charme. Au niveau des personnages aussi, enfin je me rappelle j'aimais trop la bouille de Babybel, en fait j'aimais trop sa bouille, c'est la bouille d'un bébé racaille, ça se voit tu vois, il a un air provoquant mais il arrive à être trop mignon. Bon là pas trop mais plus le graphisme s'améliore et plus il est trop mignon, il est tout doudou, tout il est trop mignon. Il y a Kunieda aussi qui est un personnage féminin. Avant c'était ma queen, vraiment là je trouve que son arc narratif tourne beaucoup trop autour de la romance et que ces moments où elle est super badass, en fait c'est un peu simplifié, enfin ça j'y reviendrai plus tard. T'as d'autres personnages badass aussi, je me rappelle j'avais un crush énorme sur Oga, sur putain je sais plus comment ça s'appelle, Toji, je sais plus, parce que Oga c'est un protagoniste qui est plutôt quand même super sympa à suivre, ce mec hyper bourru, hyper violent, mais en vrai il a quand même un cœur, il a quand même des valeurs, des principes, mais il se l'avoue pas, tu vois, il est très constipé émotionnellement et il va aller protéger, défendre les autres, mais sous couvert d'agressivité, de violence, en mode non mais en fait je veux juste te défoncer la gueule juste comme ça parce que je suis une racaille, alors que non, c'est parce que voilà, on a touché à ses amis. Oga c'est quelqu'un qui prend également de plus en plus de maturité, notamment dans sa relation avec Babybel parce qu'au début il veut pas du tout devenir son père. Son but premier c'est de le refourguer à quelqu'un d'autre parce qu'il veut pas se coltiner une telle charge. Petit à petit il accepte cette charge et le fait d'être son père et il veut pas le céder à n'importe qui parce qu'il s'est attaché à Babybel. Aussi vraiment c'est un manga avant tout comique. Genre le comique peut également ressurgir dans les moments qui sont censés être sérieux, tu sais, les moments d'action avec de gros enjeux. D'un coup t'as t'as une conclusion, un dénouement qui bascule dans le registre comique. C'est pas si dérangeant que ça parce que ça reste dans le ton du manga, mais il n'en reste que ça enlève un truc, tu vois, et que
t'as du mal à prendre au sérieux. Et j'ai l'impression que la croissance des puissances, c'est... En fait parfois genre vers le tome 10 et tout, tu te confrontes à un groupe hyper puissant de méchants. Et ensuite pendant plusieurs tomes, genre tu régresses, tu te confrontes à des personnages, t'es en mode mais en fait face au premier groupe de méchants, enfin c'est rien, ça reste très chill. Aussi petite mention aux personnages LGBT, parce qu'il y en a beaucoup, il y a des personnages qui, notamment masculins, qui sont gays, et c'est surtout parodié, c'est surtout tourné en dérision. Et c'est lourd quoi, tu vois, parce que du coup on prend moins au sérieux cette communauté là. Parfois il y a aussi des remarques en mode ah merde, c'est un peu dégoûtant ou quoi. Voilà, c'est très très limite. Après, encore une fois, c'était à l'époque, enfin dans les années 2010, donc voilà, c'était lourd. Après c'est pas trop prononcé, mais il y a des moments où je t'ai dit bon c'est très très limite. Mais bon, en dehors de tout ça, j'ai pas passé un bon moment. C'est plus du tout dans un de mes mangas préférés forcément, mais il n'en reste que c'est quand même un manga qui reste cher à mon cœur, parce que si on me mentionne ce manga, ça va me procurer un bien fou. Je suis en mode ah putain c'est vrai que j'ai vécu tellement de bons moments avec ce manga, il était quand même super cool, et je vais quand même le recommander parce que franchement l'humour il est quand même détonnant, il est quand même assez dynamique et tu t'attaches au truc, au personnage, etc. Donc franchement je conseille quand même si maintenant ça correspond moins à mes goûts, mais je conseille. Voilà, je sais pas sur quel manga j'ai basculé, peut-être sur le manga de boxe là, pour enchaîner avec une saga beaucoup plus compacte. J'arrête de blablater et on passe tout de suite à la suite. Bon, cet angle est dégueulasse, mais on va faire avec. Je vous retrouve, on est le 20 août et j'ai terminé la saga de Gonta de Katsutoshi Morita et Taro-Nami publié chez Punch Comics, et c'est un très court manga en 5 tomes de boxe. On va suivre le héros qui aime énormément la baston. Il vise le titre de King, c'est-à-dire d'être le mec le plus fort de son district, un truc comme ça. Et quand il atteint ce titre-là, et bah il s'ennuie parce qu'il a plus aucun but dans la vie, parce qu'il se dit bah je suis plus fort et qu'est-ce que je peux faire d'autre pour animer, pour simuler ma vie. Et il va rencontrer un mec qui semble super fort, qui lui tient tête, et en fait qui est un boxeur, un jeune boxeur dans un club lycéen. Le héros il va s'intéresser de plus en plus à la boxe et va voir que dans cet univers là il y a des gens à sa hauteur, il y a des gens qui se battent mais d'une manière autre que juste de la bastonnade, et du coup bah ça va lui insuffler l'envie de faire de la boxe. Je le rappelle, ici sous mes yeux j'ai mon top 10 de mes mangas préférés qui date du 17 juillet 2012, donc c'était il y a longtemps, quand j'étais jeune et fraîche. J'avais mis Gonta en 7ème position dans le top 10, ce qui n'est pas rien. Dans le dernier tome, j'avais écrit un truc en mode ce manga est un des mangas les plus sportifs, il restera gravé dans ma mémoire pour toujours, et les personnages aussi bien sûr. Je suis en mode comment j'ai pu autant aimer ce manga, parce que je le trouve creux. Je trouve qu'il est assez superficiel, qu'on reste en surface, dans le sens où on va voir le héros qui progresse hyper vite, qui va tenir tête à des adversaires de malades, mais après un entraînement de 2 semaines, mais littéralement après un entraînement de 2 semaines, et en fait on justifie le fait qu'il arrive à se battre ainsi, à enchaîner les victoires, parce que c'est quelqu'un qui est hyper fort, qui a des aptitudes de malade, mais du coup c'est pas hyper relatable pour nous, parce qu'on est en mode bah ok, le mec c'est déjà un monstre de base, il est déjà hyper surdoué, il est déjà hyper avantagé, mais du coup ça va faciliter sa progression de manière surréaliste. À chaque fois qu'on justifie son power-up, son glow-up par le fait qu'une volonté d'acier, de fer, une volonté de fer, je crois que c'est ça l'expression, c'est bien la volonté d'acier aussi, ça sonne mieux je trouve, bref, et voilà, qui est exceptionnel, mais c'est hyper répétitif. Les autres personnages ils sont hyper creux, vraiment ils sont pas du tout développés, ils ont juste une seule dimension, c'est vraiment caricatural, propre en fait au manga basique de sport. Genre si tu prends Slam Dunk, tu vois, genre c'est comme Slam Dunk, mais Slam Dunk c'est beaucoup plus poussé parce que c'est une aventure qui se déroule sur des dizaines et dizaines de tomes, alors que cette série c'est vraiment une capsule d'une aventure, d'un petit arc, c'est vraiment le tout début, et à la fin t'as une ellipse qui montre comment lui il devient l'un des boxeurs les plus talentueux, mais c'est hyper rushé parce que t'as pas vu comment il a progressé, comment il a acquis ce titre là. Et vraiment l'arc qui est développé dans les 5 tomes, c'est vraiment les préliminaires de sa progression, de son entraînement,
et du coup c'est hyper brouillon. Au niveau des autres personnages, le cast féminin, il n'y a pas de cast féminin, elles sont juste là pour fan service, à faire les pom-pom girls et à assouvir le regard, l'intérêt des mecs vite fait. Enfin c'est nul. Enfin, vraiment je me suis ennuyée avec ce manga et je sais pas pourquoi à l'époque j'adorais de ouf. Vraiment alors genre là je lisais les combats et je me demandais mais qu'est-ce qui me plaisait. Ça a un peu gâché ouais là mes souvenirs d'adolescence parce que dans ma tête avant de relire cette œuvre là j'étais en mode ah putain c'est vrai que ce manga j'avais trop aimé, j'avais vécu des émotions de dingue, ça m'a donné envie de faire de la boxe. C'est vrai qu'à l'époque je voulais faire de la boxe grâce à ce manga, je me suis jamais mise parce que je suis trop la flemme. Bref, mais le point positif c'est que du coup en relisant ce manga ça m'a donné envie de me mettre à Hajime no Ippo qui est du coup un des mangas de sport les plus populaires. Je pense que c'est l'un des mangas piliers du manga de sport avec Slam Dunk et c'est concentré sur la boxe et ça a l'air empli d'émotions, apparemment c'est vraiment très bien fait. Il y a un côté qui a l'air très solennel et très noble aussi. Donc même si c'est vieux et du coup j'avoue que ça me rend un peu sceptique parce que j'ai peur de pas trop accrocher, mais j'ai quand même envie de tenter parce que par exemple Slam Dunk c'est vieux également et Slam Dunk c'est magistral, c'est la vie, c'est du génie, c'est un chef-d'œuvre, c'est absolument lire et absolument surtout vivre. Bref du coup échec, tant pis. Mais maintenant je vais me mettre à GTO Shonan 14 Days de Toru Fujisawa publié chez Pika Édition. J'espère que ça va mieux passer, voilà. Je sais que Onizuka elle a des côtés un peu problématiques, notamment au niveau de sa perversité, mais j'espère que ça va pas trop me freiner et j'espère que ouais j'ai passé quand même un bon moment et que ça va pas détruire le mythe que j'ai de la légende d'Onizuka et à suivre. Non mais en fait je sais pas si vous vous rendez compte mais j'ai osé mettre Gonta en 7ème position avant Lovely Complex qui est un shoujo incroyable, avant Naruto, non, Naruto, et avant Beelzebub que j'ai, enfin genre maintenant je comprends pourquoi j'aime autant, j'ai autant aimé ce shonen là quand j'étais jeune, mais il méritait plus que la 10ème position, c'est-à-dire Gonta qui est creux, il fait que 5 tomes et y a rien, et bah c'était en meilleure position que Beelzebub, mais j'étais folle, j'étais naïve et folle. Bref, bon, Onizuka, ok, il est pas parfait, mais son respect, son admiration, son amour, sa compréhension pour les jeunes, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. C'est tellement doux. Il fait pas de l'ombre à la force, au courage que doivent puiser certains jeunes pour surmonter des traumas, pour évoluer, pour avancer, pour grandir et se remettre en question, prendre du recul. Et c'est vraiment la relation que Onizuka a avec les jeunes qui l'aident. En vrai j'ai hâte de revoir tout ça dans cette série. Voilà. Je vous montre pas ma tête parce que elle est plus dégueulasse que d'habitude et parce que je suis en train de verser des larmes. Et voilà, du coup je profite bien pleinement de ma lecture. Attends, il y a ma morphe. Attendez, j'ai hâte de vous en faire un bilan. Et ça... Waouh. Juste... j'ai rien à dire en plus. Alors je vous reprends pour un nouvel angle dégueulasse pour rapporter quelque chose de supplémentaire. C'est pas très intéressant mais comme c'est un peu dans le thème, vas-y je me lâche. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont grandi avec GTO, que ce soit avec les mangas mais également avec les dramas. En fait il y a eu une adaptation en drama en 1998 et une autre en 2012. Et la version 98 je trouve que c'est la meilleure parce que le jeu d'acteur il est vraiment cool et vraiment beaucoup plus réaliste que celui de 2012 où c'est vraiment exagéré, même si j'avais adoré mais avec du recul c'est très mal joué. La version 98 en fait a un générique, a une chanson qui est chantée par l'acteur d'Onizuka, du protagoniste, et c'est une chanson qui je trouve est empreinte de nostalgie, de mélancolie, de noblesse, il y a un vibe, enfin je le mettrai en barre d'infos.
C'est une chanson, elle est incroyable et je l'écoute depuis des années, ça fait une dizaine d'années que je l'adore, que je m'en lasse pas. Bref, voilà, et du coup c'est également une chanson empreinte de souvenirs de mon aventure avec GTO. Et là, je me rends compte, j'ai réalisé, j'ai appris que personne m'avait annoncé qu'en 2024, ils avaient refait un drama de GTO qui s'appelle GTO Revival, qui comprend seulement un épisode. Et apparemment, le jeu d'acteur est un peu trop exagéré, donc je vais pas forcément aller le voir. Mais le truc intéressant, c'est que pour le générique, la chanson de ce nouveau drama sorti en 2024, tout frais, tout beau, ils ont fait un remix de ce générique dont je vous parle et qui est issu du drama 98, qui est chanté encore une fois par l'acteur du protagoniste qui revient pour ce nouveau drama en 2024. Et en plus avec un groupe qui est un groupe japonais qui s'appelle Blue Count. Je sais pas si vous connaissez, peut-être que vous l'avez déjà croisé si vous êtes un peu spécialisé dans les génériques, dans les openings d'anime et tout. Moi j'ai eu l'occasion de les croiser, j'aime bien leurs chansons. Et du coup le fait d'entendre un remix en fait d'une chanson avec laquelle t'as grandi, qui est remise au jour mais de la plus belle des manières, parce qu'en plus avec le même chanteur, mais en plus de ça avec un groupe japonais, un nouveau groupe japonais, genre j'ai écouté cette nouvelle version et j'ai... incroyable en fait, et en fait ça tombe pile pour cette relecture de GTO parce que c'est moi de maintenant adulte qui redécouvre GTO, et en plus il y a une nouvelle version de cette chanson là qui m'a accompagnée dans mon adolescence. Du coup ce parallèle, cet ajout supplémentaire au niveau musical, je suis trop contente et j'aime trop le remix et je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je suis trop contente, voilà, il y a trop d'émotions. Et puis en plus, du coup là j'ai dévoré les 5 premiers tomes de la saga et j'ai versé des larmes et j'adore, enfin je comprends vraiment pourquoi j'ai autant aimé, parce que c'est bourré de hype et de badassitude et bref, voilà, je vous laisse parce que sinon ça va s'éterniser, mais je suis trop contente. Et autre précision inutile, mais je vais quand même apporter, c'est qu'en fait il y a une autre version de cette chanson là, où t'as une version, la version principale où c'est l'acteur qui chante, et t'as une autre version où à un moment ce sont les élèves qui reprennent le refrain, et c'est hyper émouvant parce que c'est l'histoire de cette classe de jeunes en fait dont personne ne veut, parce que c'est un peu une classe à problème. C'est des jeunes qui sont en difficulté, qui semblent pas émettre une volonté d'évoluer, de s'intégrer dans les codes de la société. C'est Onizuka, le protagoniste, le prof, qui va les aider, et du coup entendre ce mélange de voix, cette cohésion musicale dans cette chanson, cette version elle est très émouvante. Et j'arrête de parler, voilà, il est bientôt minuit, il faut que j'aille dormir, mais je suis trop contente de me replonger dans GTO. Il y a des trucs problématiques, hein, on va en parler, mais c'est légendaire, c'est iconique. Hey, on est le 23 août et je suis trop contente de vous retrouver parce que j'ai plein de choses à vous dire, c'est-à-dire parler de GTO, de Buster Kill, faire le bilan final de ce vlog que j'ai beaucoup aimé tourner, et aussi vous montrer des petits trucs. Alors je sais pas trop si on voit bien, mais j'ai un peu changé la déco pour pouvoir incorporer mes fan art de My Hero Academia que j'avais acheté à la Japan Touch. Je vous les avais montrés, j'avais montré l'artiste, mais je vous mettrai également le nom de l'artiste en barre d'infos parce que c'est très important de la soutenir. Elle est incroyable, elle est géniale, elle est hyper passionnée de My Hero Academia, et en plus My Hero Academia ça s'est terminé il y a quelques semaines. On va pas trop s'épancher dessus parce que ce sera un long débat, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de la fin parce qu'il y a eu une absence d'entre guillemets grandeur, d'épicness. Mais moi je trouve ça hyper dommage que les gens aient pas accroché, alors que je trouve que ça contribue énormément au message principal de My Hero Academia, et c'est un message en fait qu'on peut faire valoir également dans notre société actuelle, surtout avec toutes les problématiques, tous les enjeux qui se déroulent, qui bousculent le monde actuellement. C'est un message d'espoir pour notre force à notre propre échelle, comment on peut apporter une force positive à tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Voilà, du coup je trouve que les plaintes sont un peu injustes
et moi j'ai beaucoup aimé la fin. Mais bref, j'ai voulu rendre honneur au fanart parce que bon, on voit pas trop, mais du coup il y a un fanart, le grand fanart c'est avec Bakugo, Deku, le deuxième avec Bakugo, Todoroki, et le troisième avec Todoroki et Deku, et ce sont des relations, des amitiés que j'adore exceptionnellement beaucoup, qui m'ont fait vibrer, qui m'ont attendri, qui m'ont fait chialer, qui m'ont fait exploser le crâne, le cœur. On va quand même passer au sujet du jour, enfin au sujet de la vidéo, qui est c'est les mangas que j'ai lus. Donc pour GTO, alors ceux qui ne connaissent pas la légende de GTO, en gros GTO ça parle d'un héros qui est Onizuka, qui a 22 ans, qui est célibataire, qui est libre comme l'air. Il aime beaucoup se définir par cette phrase culte. C'est un ancien voyou, en fait c'est une ancienne racaille hyper populaire dans sa ville natale. Et vraiment il s'est construit une légende autour de ça, c'était le mec hyper fort. Et il va décider de devenir prof. Alors dans un premier temps, pourquoi ? Pour pouvoir pécho une jeune fille, et comme ça bah il peut, je sais plus, il peut se marier, il peut vivre à la cool avec une canon et tout, bref voilà, c'est très très discutable. Sauf qu'il va se retrouver prof principal d'une classe de collégiens, donc ça lui correspond pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Et en plus c'est une classe à problème, c'est-à-dire des personnes, des élèves, des jeunes en difficulté, qui sont marginalisés par la société, qui ne semblent pas vouloir entrer dans les carcans de la société, et du coup ça pose problème à la hiérarchie, à toutes les personnes en fait qui ont une vision très stricte de comment doit être une bonne personne moralement, socialement parlant, même si ce sont des jeunes qui vont lui faire subir la misère parce qu'ils ont une haine envers tout ce qui est lié à l'autorité. Onizuka lui va pas se laisser faire parce qu'il voit que derrière toutes les bêtises, en fait toutes les conneries que font les jeunes se cache une grande souffrance qu'il faut pas sous-estimer. Il faut apprendre à les écouter, il faut prendre le temps de leur accorder la parole, voilà, d'essayer de les comprendre, et c'est ce qu'Onizuka va faire par des moyens hyper anti-conformistes. Ici dans cette saga en 9 tomes, c'est comme un spin-off comme je l'avais dit, où en fait il va retourner dans sa ville natale pendant 2 semaines, et il va habiter pendant un moment dans un centre d'accueil, et il va venir en aide aux jeunes de ce centre d'accueil. C'est marrant parce que du coup, juste avant je rageais sur Gonta, le manga de boxe, je disais qu'en 2 semaines d'entraînement elle a réussi à participer à des préliminaires face à des combattants hyper forts et tout, qu'il a réussi à battre, c'est pas réaliste, alors que là en 2 semaines Onizuka il a réussi à sauver tout un centre d'accueil, mais en 2 semaines, le truc de dingue. Mais moi je trouve ça normal parce que vous savez quoi, c'est Onizuka, c'est une bête, c'est un monstre de la vie, voilà. Il est inarrêtable, il est incroyable. Ce qui est super intéressant et ce qui je pense explique pas mal le succès également de GTO qui persiste encore de nos jours, c'est le portrait de la société qu'elle veut critiquer. Ça va mettre en avant un portrait social et politique d'une société qui est corrompue, qui va essayer de préserver l'image d'une société fonctionnelle, d'une société parfaite, où tout est normal, où vous savez, il y a le respect des aînés, il y a la piété filiale et tout, et rien n'est bousculé au détriment de ce que peuvent vivre les jeunes. Et ça va enrayer du coup le système des centres d'accueil qui permet de mettre en avant tout ce qu'il y a de dysfonctionnel et de traumatique dans les relations, notamment ici entre les parents et les enfants, parce que là on va rencontrer un tas de profils différents de jeunes qui sont dans un centre d'accueil pour une bonne raison, et la plupart en fait c'est parce qu'ils ont une relation extrêmement sensiblement délicate avec leurs parents. Ça va invisibiliser également la souffrance des jeunes, on va pas forcément leur laisser de voix pour s'exprimer, on va vraiment édulcorer, on va vraiment relativiser sur leur souffrance. Et dans ce spin-off là, du coup, ça va vraiment sensibiliser au thème de la maltraitance juvénile. Et il y a également dans les 2 derniers tomes des textes sur comment enrayer la maltraitance juvénile. Donc cet apport documentaire c'est super intéressant, et ça va énormément critiquer également la société japonaise, le fait qu'il y ait cette pression de l'image qu'on renvoie. Si le regard de la société sur les enfants est froid, insensible, alors la situation des enfants et de leurs parents ne peut guère s'améliorer. Pour la société, les enfants représentent avant tout une gêne. Alors des parents ne tarderont pas à suivre cette pente négative. C'est à cause de mes enfants que je suis mal vue, je ne veux plus de cet enfant. Et une vision aussi négative peut aisément conduire à la maltraitance. Et il y a des trucs tellement délicats qui sont abordés, et ça enjoint en fait à agir face à ça. Et d'autant plus que ça stimule également notre attachement pour les personnages, parce que c'est poignant de voir ces jeunes-là, de découvrir, rencontrer ces jeunes-là à un moment de leur vie où ils sont en train de détruire autour d'eux, tout en s'auto-détruisant, parce qu'ils sont à une période de leur vie où ils sont en quête d'identité. Et du coup, avoir une relation conflictuelle avec leurs parents, ça va remettre en question l'origine, la nature, la légitimité de leur existence, en mode mais en fait genre si même mes parents voulaient même pas de moi, pourquoi je suis là?
et c'est horrible à voir. Onizuka c'est un personnage idéal, genre c'est un héros, c'est quelqu'un qui est franc, qui est spontané, qui va pas hésiter à bousculer, à secouer les carcans de la société pour essayer de faire changer les choses, pour déterrer tout ce qu'il y a de plus corrompu, tout ce qu'il y a de plus hypocrite dans la société, ce qu'il y a de plus injuste, parce que plusieurs fois, même dans la vraie vie, tu vois, on est paralysé parce qu'on peut pas agir face à des lois. Il y a des moments où même la loi devient l'ennemi de la morale, de l'épanouissement de ces enfants-là, parce que la loi... Alors, je vais sortir une réplique, une citation dans One Piece. Doflamingo, quand c'est un antagoniste, c'est le meilleur antagoniste de One Piece, mais bref, on s'écarte. Il a dit que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs parce que ce sont les vainqueurs qui vont définir la justice. C'est les gens qui gouvernent le monde qui définissent la justice. Donc en vrai, la justice, c'est quoi? Tu vois, ça dépend des gens et parfois même la justice devient injuste selon certaines valeurs parce qu'en fait ça a été dicté par un pouvoir, une autorité. Quand t'es confronté à une autorité qui est corrompue, qui est hyper égoïste, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es paralysé et c'est juste injuste parce que là tu vas avoir des fonctionnaires par exemple qui vont au détriment des enfants programmer des trucs pour bien se faire valoir eux aux yeux de la société. Et Onizuka lui c'est le chevalier, tu vois, lui il a pas peur de la loi, le mec il va foncer, il va défoncer, il outrepasse les lois parce que il a des ressources, parce que comme j'ai dit, bah il avait un gang dans sa ville natale, il a plein de ressources, tu vois, pour confronter la police, pour quand il en a besoin pour sauver les jeunes. C'est hyper pas du tout réaliste, on est d'accord, mais ça fait du bien, c'est quelque chose de tellement cathartique. Et en vrai ça interroge également parce qu'il y a des choses qu'on commence à banaliser, à relativiser dans la société, mais là voir vraiment des jeunes en souffrance et voir qu'il y a des gens qui agissent pour eux, qui avec une telle détermination et une telle violence également, une telle sincérité brute dans leurs actions et tout, bah ça te choque, tu te dis bah ouais en fait je vis dans une société qui tolère ce genre de truc alors que normalement on devrait pas tolérer ça. Et moi aussi je pourrais peut-être agir pour eux. Comme je le dis, c'est libérateur, c'est cathartique parce que tu vois Onizuka qui fait des plans de malade, mais vraiment il va rien s'interdire pour secouer les gens, pour sauver ces jeunes là qui considèrent comme ces gamins le temps de 2 semaines. Et également on voit la force des jeunes dans ce manga là, on voit leur potentiel, on voit leurs ressources. C'est pas juste des brebis égarées qui ont besoin d'être sauvées, non, ils ont juste besoin d'un appui et ensuite ils peuvent mûrir, ils peuvent grandir, ils ont juste besoin, on les laisse pas seuls. Tant qu'on leur donne cette chance là, ils peuvent grandir, ils peuvent changer et voilà, du coup c'est vraiment des messages hyper positifs. Après le côté très pervers de Onizuka, mais c'est beaucoup moins problématique que dans la série principale, parce que je me rappelle dans la série principale il y avait des scènes avec des lycéennes je crois, j'étais mais là vraiment il n'y a pas d'ambiguïté avec les jeunes, c'est vraiment comme ces gamins. Là il veut juste pécho les directrices du centre d'accueil parce que elles sont trop cool, elles sont trop canon et tout, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un côté où ça va explorer le monde de la nuit du Japon, avec les bars à hôtesses où ça peut vite dégénérer, les profs qui ont une attraction assez aiguisée vis-à-vis des jeunes, enfin ouais il y a des moments qui sont très disturbing et j'ai l'impression que ça peut tourner en dérision en mode ouais ça existe, regardez c'est marrant quoi. Mais du coup je sais pas trop si c'est pour dénoncer en mode c'est réaliste parce que c'est vrai que ça existe. Parce qu'au final, après, c'est des personnages qu'on va nuancer par la suite, en mode c'est des personnages pervers qui vont mater sous les jupes des lycéennes, mais en même temps, ils ont de bonnes valeurs en tant que prof. Pas Onizuka, hein. Enfin, même ça, Onizuka, il faisait ça, je crois, au début de GTO, mais bref, ça c'était avant. Il y a avec un autre prof et je suis en mode... Ouais, c'est très délicat, mais après, c'est pas le... c'est secondaire, quoi, tu vois. Mais sinon, vraiment, j'ai beaucoup aimé ma relecture parce que ça m'a fait replonger dans la légende de GTO. Et ça fait du bien. C'est comme si t'avais un grand frère avec toi, genre il est tellement joueur, il hésite pas en fait à dire les trucs qui font mal mais pour te secouer, mais dans le bon sens des termes, et il agit surtout, tu vois. Il fait pas que parler, il parle beaucoup moins qu'il n'agit et c'est encore plus impactant. J'ai fini pour JTO. Maintenant pour Buster Key, ça allait beaucoup plus vite, vous inquiétez pas. De Kenshiro Sakamoto, publié chez Kana. J'avais déjà remarqué quand j'étais petite, quand j'étais ado, mais c'est un copier-coller de Fairy Tail, vraiment. Il y a un truc avec les mages, avec les guildes. Le mec c'est Natsu, c'est un mec explosif. Il y a un mec c'est Grey, il est un peu plus taciturne. Ils sont rivaux, ils arrêtent pas de se chamailler. Elle la blonde là, c'est Lucy. En plus son nom de famille c'est Heartful.
comme Lucy Earthfilia, elle a le même background que Lucy, voilà, si vous regardez Fairy Tail, vous connaissez déjà l'histoire de celle-là. Il y a le pouvoir de l'amitié qui est mais hyper mise en avant, surtout dans le dernier combat, mais alors le dernier arc. Alors il y a un côté tragique, mais un côté vraiment en mode, mais tous les méchants, ils deviennent gentils au bout d'un moment, ils deviennent des alliés parce qu'ils ont été touchés par les liens hyper forts qui unissent le groupe d'amis. Il y a un côté shonen qui me crispe et que je trouve un peu simpliste, mais je trouve que pour passer un bon moment et surtout pour les jeunes, les ados, c'est un très bon manga. Quand même, en fait je comprends totalement pourquoi j'ai passé autant de bon temps, parce qu'à l'époque déjà Fairy Tail c'était toute ma vie, c'était vraiment mon manga number one, et comme Buster Case ça ressemble complètement à Fairy Tail, bah évidemment que j'allais accrocher, hein, ça allait pas forcément beaucoup me déranger, surtout c'est un manga qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de vivacité, ça enchaîne les bastons, les actions, les dynamiques entre les personnages, il y a du angsty, il y a de la tendresse, voilà, même si c'est archi pas subtil, il y a pas mal de plot twists, de rebondissements, franchement les révélations à la fin, ou même qui parsèment tout le long de la série je crois. Franchement ça marche, tu vois, il y avait des trucs je me rappelais pas, je me disais ah ouais ça fallait y penser. Le dernier combat, tu vois, la révélation, franchement vraiment pas mal, hein. Quand même stylé. Au niveau de la narration je trouve que c'était quand même assez fluide parce qu'il y a des transitions thématiques qui arrivent à fluidifier la narration. Par exemple il y a les thèmes de l'amitié, du sacrifice, de la famille qui s'enchaînent, mais pour rendre le développement des personnages très fluide et très naturel. J'avais un crush. Ce mec là, c'est Blue. Et là j'ai un crush sur lui parce que c'est le mec. C'est le mec hyper taciturne. C'est un Sasuke vraiment. Il a un devoir de vengeance qu'il veut accomplir. Il est taciturne. Il se dit ouais moi les amis et tout j'en ai pas besoin. Et petit à petit il s'adoucit et il se rend compte du pouvoir de l'amitié, de son importance et tout. Et il sourit un peu plus. Mais moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'il est constipé émotionnellement, socialement, et petit à petit il arrive à se relâcher, tu vois, ça se libère un peu plus. Et je trouve que c'est attendrissant et du coup c'est mignon et il évolue. Oh franchement je l'aime bien, j'ai encore un crush sur lui, voilà. J'ai enfin fini ce vlog, bilan de ce vlog, donc je suis trop contente de l'avoir tourné. J'espère que vous avez quand même passé également un bon moment. Bilan au niveau de mes goûts par rapport à avant, certaines remarques que je peux faire. Bah ça a pas mal évolué, hein. J'ai clairement des goûts différents. Alors je baigne toujours autant dans le shonen, peut-être un peu moins, si quand même. Je suis quand même sensible encore au shonen, c'est quand même un genre que j'adore et avec lequel je m'éclate vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a certaines manières de dérouler une narration, de développer les personnages et tout, auxquelles je suis un peu plus sceptique parce que les mangas que je lisais à l'époque, il y avait des moments où c'était trop peu subtil et du coup forcément maintenant que je suis adulte et que je suis un peu plus vigilante ou voilà je suis un peu plus sensible à certaines choses et ça me crispe un peu quand tout est trop explicite, mais je comprends totalement pourquoi j'aimais ces mangas là en général. Et ce que j'aime maintenant c'est dans la continuité en fait de ces shonen là. Je suis toujours aussi happée par les codes classiques des shonen, enfin rien qu'à voir ces dernières années, enfin même ces derniers mois. Je vous parle de One Piece, je vous parle de My Hero Academia avec tellement de dévotion, de passion, d'amour parce que ce sont des œuvres que j'ai revues récemment, que j'ai découvert récemment. Et j'ai adoré, enfin vraiment One Piece ça marche autant sur moi maintenant que avant, voire plus maintenant parce que je suis beaucoup plus sensible à certains trucs quand j'ai regardé les épisodes de One Piece. Faut juste que ouais ce soit pas trop simpliste, mais après en vrai je pense que même quand c'est simpliste je peux quand même bien m'amuser, ça dépend de mon mood. Tant que je suis attachée au personnage, vraiment en vrai je deviens une fille hyper niaise également. Voilà, du coup comme j'ai dit j'ai adoré tourner cette vidéo, j'ai vécu plein d'aventures, j'ai traversé une panoplie d'émotions, j'ai versé des larmes, j'ai versé du sang aussi. Dites-moi si également vous avez des expériences similaires avec les shonen, quels étaient vos shonen préférés d'avant et de maintenant, est-ce que ça a changé? Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère vraiment que ça vous a diverti et j'espère vous retrouver pour d'autres aventures dans cet horizon littéraire si large et si diversifié, si riche. Très bonne lecture à vous et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!